La vie d'une étoile, c'est une lutte permanente entre deux forces antagonistes, entre la gravité, qui essaye d'écraser tout, de réduire la taille de l'étoile autant que possible, et puis une force interne, la pression, qui dépend beaucoup de la densité et la température. Et cette force interne, cette température interne, il y a les réactions nucléaires qui contribuent beaucoup en dégageant de l'énergie. Et chaque fois qu'une source d'énergie est épuisée, hydrogène puis hélium, l'étoile se condense, fait monter sa température, parce qu'un gaz qu'on comprime devient plus chaud, ce qui permet de déclencher les réactions suivantes. Ainsi, après la combustion de l'hélium, la température monte dans le cœur de l'étoile à 1 milliard de degrés et ça brûle le carbone et l'oxygène pour former du néon, c'est du magnésium, des noyaux un peu plus lourds. Après ça, c'est l'étape suivante, ça dure que quelques années seulement dans le cœur de l'étoile, la température monte à 1,7 milliard de degrés et les produits de la phase précédente, donc l'oxygène et le magnésium brûlent à des températures encore plus élevées et ainsi de suite pour arriver à la formation au centre de l'étoile d'un cœur de fer. À ce moment-là, l'étoile a une énorme enveloppe, 700 millions de kilomètres, donc 1000 fois plus grande que le Soleil, et puis un cœur de la taille de la Lune, un cœur composé de fer. Or, comme on a dit tout à l'heure, le fer est le noyau le plus stable de la nature. Ça veut dire que ces réactions ne sont pas exothermiques. Ils ne produisent pas de l'énergie, au contraire, si vous voulez faire réagir le noyau de fer avec autre chose, il faudra fournir de l'énergie. Donc l'étoile a vraiment épuisé ses ressources d'énergie nucléaire, et son cœur défaillant, il s'effondre à ce moment-là. Ce qui suit est beaucoup plus compliqué, et ça fait d'ailleurs l'objet de recherches très actives aujourd'hui, mais on sait que cet effondrement se transforme en explosion. L'effondrement s'arrête quand la densité devient très très grande, de l'ordre de la densité de matière nucléaire. L'effondrement s'arrête, il y a une onde de choc qui se produit et qui se propage dans l'enveloppe. Il y a toutes les couches au-dessus qui restent avec leur composition antérieure, le silicium, l'oxygène, le néon, le carbone. À ce moment-là, l'étoile, dans ses diverses strates, conserve les produits de différentes phases de son évolution. C'est un peu l'inverse de ce qui se passe avec les strates géologiques terrestres. Sur Terre, plus on va en profondeur, plus on rencontre des couches anciennes. Dans le cas de l'étoile, c'est l'inverse. Plus on va en profondeur, plus on voit les résultats de l'activité récente de l'étoile. En tout cas, l'onde de choc se propage dans l'enveloppe. En transmettant son énergie, ça chauffe ces couches à des températures de milliards de degrés. Et comme il y a du combustible encore, d'autres réactions nucléaires se produisent, mais sur une échelle de temps beaucoup plus courte, de quelques secondes, ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Tous ces noyaux qui ont été formés pendant la vie calme de l'étoile ou durant l'explosion, finalement sont projetés dans les milieux extérieurs. C'est le résultat de la nucléosynthèse qui sont injectés dans les milieux interstellaires et qui l'enrichissent en métaux. Et ce qui reste derrière, dans le cas de l'explosion des étoiles massives, c'est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. En d'autres termes, les supernovae, parce que ça c'est une explosion de supernova, sont les alchimistes en chef de l'univers. C'est ces explosions stellaires qui produisent tous les éléments, ou presque tous les éléments chimiques. On voit ici la trace ou le rémanent d'une telle explosion, la nébuleuse du Crabe, relativement proche du Soleil. Une explosion qui a eu lieu il y a 1 millier d'années, en 1054, et qui a été reportée par les astronomes chinois de l'époque. Il a été vu en tant qu'explosion. Maintenant, 1000 ans plus tard, on voit le reste de cette explosion qui sont éparpillés un peu dans les milieux interstellaires. Et sur le diagramme suivant, on voit à nouveau un reste de supernova, cette fois-ci beaucoup plus vieille, 11 000 ans, la nébuleuse de Vela. Et on voit qu'elle est beaucoup plus raréfiée, bien sûr. Sur 11 000 ans, il a eu beaucoup plus le temps de se diluer dans les milieux interstellaires. Et si on revient dans quelques milliers d'années encore, il sera encore plus dilué jusqu'au point où il deviendra totalement invisible. Le reste de l'explosion se dilue, se disperse lentement dans les milieux interstellaires. Il enrichit en métaux, éléments plus lourds. Et des milliers ou des millions d'années plus tard, quand ces restes de supernovas, quand ces milieux interstellaires vont se calmer, parce que là, c'est encore un état de choc, il est encore assez chaud, mais quand elle va suffisamment se refroidir, il pourra se condenser, et par ces condensations,
de nouvelles générations stellaires vont se former, cette fois-ci beaucoup plus riches en métaux que les précédentes. Et c'est ainsi qu'on a pu établir, ici je vous le montre de manière qualitative, ce cycle de l'enrichissement du milieu interstellaire à partir du matériel primordial qui sort du Big Bang, riche notamment en hydrogène et hélium-4, avec des traces de quelques noyaux mineurs comme le deutérium, l'hélium-3 et le lithium-7. Ces matériaux forment des galaxies, et au sein des galaxies, des étoiles sont formées, des petites et des massives. Les petites étoiles forment des géantes rouges qui brûlent l'hélium dans leur cœur pour former du carbone-oxygène. Les étoiles massives forment des supergéantes rouges qui brûlent non seulement l'hélium, le carbone, l'oxygène, mais tous les éléments encore plus lourds jusqu'au niveau du fer. Les premières deviennent des nébuleuses planétaires et éjectent le carbone, l'azote et quelques éléments riches en neutrons qu'on appelle des éléments S. Les deuxièmes explosent en supernovae, produisent tous les noyaux jusqu'au pic du fer, plus aussi quelques noyaux riches en neutrons, mais produits par des captures de neutrons sur des échelles de temps courtes. Le premier laisse derrière des naines blanches, le deuxième soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Si la naine blanche est toute seule, il ne se passe rien, mais si elle a un compagnon, il peut augmenter sa masse au-delà de la limite qu'elle peut supporter. Il y a une masse limite au-delà de laquelle la naine blanche ne peut pas supporter son propre poids, et elle explose. C'est une explosion thermonucléaire, aucun rapport avec l'explosion précédente, mais c'est une explosion de supernova qu'on appelle des supernovae de type A, et ces explosions-là produisent la majorité des éléments du pic du fer dans l'univers. Pour les étoiles à neutrons, c'est pareil. Quand elles sont toutes seules, il ne se passe rien. Quand ils sont accompagnés d'une autre étoile à neutrons, ils peuvent fusionner à un moment, des millions d'années plus tard. Ça donne aussi naissance à une explosion. Et on en a vu de telles explosions. On en avait une récemment, sous forme de sursaut gamma. Et ces explosions, on pense qu'ils produisent une partie des noyaux plus lourds que le fer, qu'on appelle des noyaux R, qui sont aussi très très riches en neutrons. Tous ces noyaux se trouvent dans les milieux interstellaires, dans lesquels il se passe encore quelque chose. Les noyaux de lithium, beryllium et bore, qui sont assez fragiles, qui sont jamais produits au cœur des étoiles, elles sont détruites au cœur des étoiles, ils sont produits dans les milieux interstellaires. Parce que dans les milieux interstellaires, il y a beaucoup de noyaux de carbone, azote, oxygène abondants qui sont cassés par les rayons cosmiques. Ce n'est pas un processus de fusion thermonucléaire, c'est un processus qui casse les noyaux, les rayons cosmiques étant des particules très énergétiques. Et finalement, tout ce beau monde, à un moment, donne naissance à de nouvelles générations stellaires et le cycle reprend à nouveau. On peut quantifier, ce processus est assez compliqué dans son ensemble. Il faut tenir compte, il faut connaître beaucoup de choses sur la vie des étoiles, sur ce qui se passe dans le cœur des étoiles, sur la manière dont les étoiles finissent leur vie, dont ces matériels est éjecté dans les milieux interstellaires et réincorporé dans les nouvelles générations stellaires. Mais aujourd'hui, après plusieurs décennies, après le papier fondamental de Babbage, Fowler et Hoyle, on a une assez bonne idée de la manière dont cela se passe. D'ailleurs, Willy Fowler a eu un prix Nobel en 1983 pour sa contribution à comprendre vraiment ces processus-là. Et pour revenir au tableau périodique des éléments, on l'avait vu tout à fait au début, on sait quantitativement quelle portion de chaque élément est produit par quel processus. Sur ce tableau, par exemple, on voit que l'hydrogène et l'hélium, les deux éléments du haut du tableau, sont coloriés en bleu, ils sont produits essentiellement lors du Big Bang. Pour l'hélium, il y a une toute petite partie en jaune qui montre qu'il est produit aussi par les étoiles de faible masse quand elles sont sous la forme de nébuleuses planétaires. Les noyaux en vert, par exemple, sont produits par les explosions des étoiles massives, les supernovae, c'est le cas de l'oxygène ou du néon, du sodium, etc. Et puis les noyaux plus lourds que le fer, coloriés en jaune, sont produits par les petites étoiles, c'est le processus S, ou en marron, là, c'est le processus R, donc les étoiles à neutrons en fusion. Ainsi, les astrophysiciens ont pu comprendre comment les étoiles dans l'univers peuvent jouer le rôle d'alchimistes du Moyen-Âge qui essayaient dans leur laboratoire de transformer le plomb, par exemple, en or. On sait comment les étoiles sont capables de faire ça, de transformer des éléments plus légers en éléments plus lourds, notamment en or. En l'occurrence, c'est les fusions des étoiles à neutrons, manifestement, qui fabriquent l'or, mais aussi tous les autres éléments dans l'univers. C'était une entreprise
qui a duré plusieurs décennies, qui a impliqué à la fois des physiciens nucléaires, des astronomes, des théoriciens de l'évolution stellaire, des observateurs, et qui a abouti à ces résultats-là. La compréhension de l'origine des éléments s'est considérée comme un des triomphes non seulement de l'astrophysique, mais de la physique du XXe siècle. Et pour terminer, sur ce diagramme, on voit la composition chimique en nombre du Soleil à gauche, des êtres vivants à droite, les bactéries et les humains, et de la Terre, les trois colonnes du milieu, de la croûte terrestre ou de l'atmosphère terrestre. Et on voit que la composition des êtres vivants se rapproche plus de la composition du Soleil et des étoiles. Quand vous voyez l'ordre des éléments, il est vrai que l'hélium existe dans le Soleil en grande abondance, mais pas dans les êtres vivants, ni sur Terre, pas du tout. À part l'hélium, l'ordre c'est hydrogène, oxygène, carbone, azote pour les êtres vivants. Et c'est pareil, hydrogène, oxygène, carbone, néon et azote pour le Soleil. En revanche, l'hydrogène ou l'azote n'existent pas dans la croûte terrestre. Notre composition est donc plus proche de l'étoile que de notre planète Terre. On est des enfants des étoiles, ça c'est bien connu, mais en plus, non seulement notre âge, donc l'âge de nos composantes est de quelques milliards d'années, une partie de nous-mêmes est beaucoup plus vieille, car l'hydrogène qui existe dans notre corps, quelques kilos dans chacun d'entre nous, qui fait partie de l'eau de notre corps, donc ces quelques kilos ont un âge beaucoup plus grand, un âge de 13,8 milliards d'années, parce que l'hydrogène n'est pas produit par les étoiles consomment l'hydrogène. L'hydrogène sort directement du Big Bang. Une partie de nous-mêmes donc est aussi vieille que l'univers. On pourrait s'attendre à ce que ça nous rend un peu plus sages, mais manifestement, ce n'est pas le cas.